Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal. Ouvrons cette actualité pour parler de l'hydrocarbure en mission officielle en République démocratique du Congo. Messieurs Arthur Bertrand Piri, ministre centrafricain chargé du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques, a été reçu ce mardi 21 avril 2026 par la ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Acacia Badumbola. En mission officielle en RDC, Arthur Bernard Piri, ministre centrafricain chargé du développement de l'énergie et de ressources hydrauliques, a été reçu le mardi 21 avril 2026 par la ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Acacia Badumbola. Les deux ministres ont abordé les questions relatives au stock des produits pétroliers qui sont restés à Kinshasa pendant la campagne fleuve 2025. Arthur Bernard Piri rentre satisfait et remercie la ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Acacia Badumbola pour sa disponibilité. Je suis sorti satisfait des réponses appropriées apportées par Madame le ministre d'État. Vous savez que la République centrafricaine importe plus de 80% de ses produits à partir de Kinshasa. Et chaque année, nous faisons remonter ces 80% des produits destinés à la République centrafricaine. Donc nous sommes venus faire une évaluation de la campagne 2025, voir la situation du stock resté pendant la fin de campagne 2025. J'étais les perspectives pour la campagne 2026, écouter tous les acteurs qui interviennent dans ce secteur, tant du cabinet du ministre d'État, toutes les questions de la logistique, tous les dépôts de gestion des hydrocarbures au niveau de la RDC. Merci à Madame le ministre d'État qui est toujours disposé à ouvrir les portes de son département pour m'accueillir et aborder toutes les questions relatives à la gestion de notre secteur. Il s'est de signaler que cette réunion a connu la présence de membres du cabinet de la ministre d'État, le PCA de CEP Congo, des délégués de l'RSCOM, Petrolum et SOCIR, ainsi que le membre de la délégation centrafricaine. Changeons de contexte pour parler de l'ONU. Le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO, James Swan, a entamé ce lundi 20 avril une tournée stratégique au Nord Kivu, marquant sa première visite du terrain depuis sa prise de fonction il y a de cela 2 semaines. À Beni, il a engagé notamment de consultations avec les autorités provinciales afin d'évaluer la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez cet élément. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef des MONUSCO, James Swan, est arrivé ce lundi 20 avril 2026 en ville de Beni pour sa première tournée dans la province du Nord Kivu, où il a été accueilli par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste. Ce dernier lui a adressé un état des lieux de la province du Nord Kivu. Au sortir de cette mini-réunion de sécurité, voici ce qu'il a dit. Beni et les territoires environnants continuent de faire face à de graves menaces liées à l'activisme des groupes armés, principalement les Allied Democratic Forces ADF, qui continuent d'affecter durement les populations civiles. J'ai réaffirmé au gouverneur l'engagement de la MONUSCO à poursuivre la mise en œuvre de son mandat avec une priorité claire, la protection des civils, conformément aux résolutions 2808 et 2773, tous les deux adoptées par le Conseil de sécurité en 2025. Dans les zones les plus exposées à l'activisme des groupes armés, cette protection exige une action coordonnée entre les autorités congolaises, les forces de sécurité nationale, la MONUSCO, les acteurs humanitaires et les communautés elles-mêmes. Nous avons également évoqué les recommandations issues des efforts de paix et de stabilisation locaux, y compris les initiatives visant à répondre de manière plus globale à la menace des ADF. En plus de l'aspect militaire, cette réponse doit aussi intégrer la prévention, la protection communautaire, le dialogue local, le soutien aux victimes, la lutte contre l'impunité et le renforcement progressif de l'autorité de l'État. Je tiens à saluer la résilience des populations du Grand Nord Kivu. Malgré les violences, les déplacements et les traumatismes, elles continuent de faire preuve d'un courage remarquable.
La MONUSCO restera engagée aux côtés des autorités et des communautés pour contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans cette partie du Nord Kivu. L'objectif de cette mission est de faire le point sur l'évaluation de la situation sécuritaire et recueillir les préoccupations locales, notamment sur la protection des civils et la sécurité. Quittons la RDC pour aller en dehors de nos frontières en mission à Ottawa. Le lundi 20 et mardi 21 avril 2026, la délégation congolaise a multiplié les rencontres de haut niveau avec les autorités canadiennes afin de promouvoir la candidature de Juliana Lumumba au poste du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Des échanges axés sur le rayonnement plutôt de la langue française, la diversité culturelle ainsi que le renforcement du partenariat entre Kinshasa et Ottawa. Suivez cet extrait choisi par Arthur Mulumba. Un séjour sans repos à Ottawa pour la délégation de la République démocratique du Congo venue de Kinshasa. Chaque minute compte. Et dans tout le salon, la carte Juliana Lumumba se confirme de plus en plus grâce au nouveau narratif de la redynamisation de la francophonie. Elle a été créée avec ses valeurs au départ et ça doit redevenir ce qu'elle est. Parce que c'est avec cela qu'on peut. Face aux parlementaires francophones, Juliana Lumumba présente les atouts de la RDC tout en précisant sa vision axée sur 9 piliers. Une refondation de la francophonie, une francophonie qui soit plus proche des communautés, plus proche les uns des autres. Une vision qui a captivé toute l'assistance, la RDC a encore marqué un point. Écoutez, la question que j'aurais, vous venez de répondre. Ces résultats sont le fruit d'un travail exceptionnel fait sur le terrain. Les équipes s'activent davantage chaque jour qui passe. La RDC peut également compter sur la République sœur du Congo-Brazzaville, à l'instar d'autres pays africains qui ont promis leur soutien. L'ambassadeur de la République du Congo au Canada rassure. Une candidature est portée par tout un pays et que les chefs d'État, le président du Congo-Brazzaville a vu notre ministre des Affaires étrangères et je pense qu'à ce niveau-là, les décisions sont prises et que nous, derrière, nous ne ferons que suivre la décision que les chefs d'État auront entérinée. Le programme de Juliana Lumumba prévoit de rencontrer le président de la Chambre de communes canadien, mais aussi d'autres officiels à Montréal. Retour à Kinshasa pour parler du gouvernorat. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, s'est rendu aux abords du marché central de Kinshasa, communément appelé Zondo, au cœur de la République démocratique du Congo-Kinshasa, où il a directement interpellé le vendeur pour lui rappeler l'interdiction d'occuper les emprises publiques dans les cadres de l'opération Balabala Isa Wenzete. Suivez cet extrait choisi par Arthur Mulumba. Ce soir, ma montée dans la Casamance est suivie. Balabala les gars pour la bâtiment, quand on a la colo. Retour à pour aller qui peut la place à hôtel d'accueil. Nous avons par exemple l'aller, nous avons besoin de l'aller, chou et souka et d'aller les lots. En gratuitant sur la terre. Autrement, on a attendu par son. À nous, le magasin, il sera arrêté. Parce que c'est juste pas nécessaire de se dire que par rapport à les autres, il a hôtel d'accueil. C'est là que nous, et pour faire un million pour la montre de la mission, et là, on va transformer la ONG. On va appeler ça le TK, à qui est la botanique, à sa recherche, on va mettre ça à Zando. Par rapport là, ils ont ONG. Merci beaucoup. Parlons de l'infrastructure dans les cadres du projet du rocade de Kinshasa. La commission interministérielle chargée des expropriations a procédé ce mardi 21 avril 2026 au paiement des 213 personnes concernées. La remise des ordres de paiement s'est effectuée sur présentation des titres de propriété originaux des bénéficiaires. Suivez. 213 ordres de paiement ont été remis à 213 personnes affectées par le projet de construction des rocades ce mardi 21 avril 2026 par la commission interministérielle en charge des expropriations de ce projet. Ces personnes ont suivi toute la procédure sous l'encadrement des membres de la commission. Et ce jour, elles ont déposé les originaux de leur titre de propriété contre le chèque avec le montant négocié avec la commission. Un aboutissement heureux qu'ils saluent. Je viens de recevoir mon ordre de paiement. Premièrement,
Je salue l'action du chef de l'État. Il a promis, il a réalisé. J'ai été parmi les expropriés. Aujourd'hui, je viens d'être indemnisé. C'était une promesse. Aujourd'hui, c'est une réalité. Je dis aux autres, à ceux qui ne croient pas à l'indemnisation, qu'ils croient, ils seront indemnisés, qu'ils soient en ordre avec les documents légaux. Maître Samuel Chimanga, dont le dossier s'est aussi conclu, a un conseil pour ceux qui attendent encore le paiement. Nous sommes heureux du fait que cette partie est arrivée. Le conseil qui a donné aux autres, c'est qu'un peu de patience, et d'ici là, on paye par phase, et ils seront payés, personne ne sera oublié. La phase ici a au moins plus de 3000 personnes qu'on va payer et l'argent est disponible pour le faire. À chacun de ces paiements, c'est une nouvelle section de la route en projet qui se libère, permettant les avancements constatés sur terrain. Parlant de la Société nationale de l'électricité, une mobilisation a été observée dans la commune de Matite et Kisenso où de membres de la jeunesse de l'ASBEL, opinion publique, ont exprimé leur opposition à des rumeurs évoquant une prétendue privatisation de l'ASNEL. L'entreprise publique n'ayant publié aucune communication officielle à ce sujet, cette situation révèle une forte méfiance d'une partie de la population et un déficit de communication institutionnelle. Ils sont moins d'une dizaine, membres de l'ASBEL l'opinion publique. Hier, ces jeunes ont sillonné quelques artères de Matete et Kisenso pour alerter la population sur ce qu'ils considèrent comme un risque de privatisation de la SNEL. Une initiative modeste en nombre, mais visible dans l'espace public. Pourtant, aucune décision officielle ne confirme ces inquiétudes. Dans un communiqué publié le 17 septembre 2025, la Société nationale d'électricité a formellement démenti toute privatisation. L'entreprise précise qu'aucune cession de capital n'a été engagée ni envisagée par l'État congolais, actionnaire unique. Mais malgré ces démentis, la rumeur continue de circuler. En cause, un manque d'informations, mais aussi des interprétations autour de réformes internes de l'entreprise. Entre inquiétude, rumeurs et besoin de transparence, cette action met en lumière une réalité. Même en l'absence des décisions officielles, la méfiance, elle, reste bien présente. À ces jours, aucune privatisation de la SNEL n'est annoncée. Mais sur le terrain, les débats continuent d'alimenter les discussions. Parlons société dans un contexte d'élite renforcé contre l'insécurité urbaine. La commune de Mongafula a franchi un cap judiciaire important avec la condamnation de plusieurs dizaines de présumés inciviques à l'issue d'un procès marathon qui est tenu en chambre foraine, illustrant la volonté des autorités de rétablir l'ordre public sur les terrains. Après le délai prescrit par la loi, la présidente du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Ngalema s'apprête ainsi à rendre son jugement. Sur les 72 présumés malfrats, 10 ont été innocentés pour de raisons jugées disculpatoires par le juge. Cinq mineurs renvoyés au tribunal pour enfants et 57 ont été condamnés par des peines allant des 3 ans de prison ferme à la peine capitale pour ceux étant impliqués pour des crimes graves de meurtre. Entre pleurs et grincements des dents, les condamnés ont pris conscience à ce moment-là de la gravité de leur peine. Présent lors de la dernière audience, le bourgmestre adjoint de Mongafula, maître Zézé Moussende, représentant personnellement son titulaire Séverin Lumbu Malamba, a martelé sur la détermination de l'autorité municipale à éradiquer le phénomène du banditisme dans la commune de Mongafula.
ce n'est pas encore terminé. Il y a ceux qui se cachent, on doit aller les chercher là où ils se cachent. Et on doit les condamner comme on veut les condamner les autres. Ce procès organisé en plein air a non seulement permis aux habitants de Mongafula de retrouver la sérénité face à l'inquiétude de l'insécurité dans leurs différents quartiers, mais il a aussi redonné l'espoir et la confiance dans les cœurs des uns et des autres sur le service de sécurité ainsi qu'au leadership des autorités municipales. Et en religion, le ministère de la Femme, MIFEM en cycle de l'Église adventiste du 7e jour, organise 2 semaines de campagne d'évangélisation sur toute l'étendue de la capitale congolaise. Et à cet effet, Madame Florence Bopé-Boudimou invite toutes les femmes ce 24 avril 2026 à prendre part à une grande journée de jeûne et prière organisée à l'aumônerie adventiste LTC 6 au croisement Kindu et Kassai. On l'écoute. Chère maman, chère jeune fille, enracinée dans la Bible et focalisée pour la mission, nous venons à travers ce message vous rappeler que nous avons campagne d'évangélisation. Sur ce, nous voulons nous préparer spirituellement. Nous avons une retraite de prière ce jeudi 24 à l'église de l'aumônerie LTC de 8h à 13h. Nous faisons appel à toutes les mamans, toutes les jeunes filles, Basi à ma bondeli, Bouye à tout bondela, pour être nzambe ayoke la biso, pour la réussite et la campagne d'évangélisation la biso. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous vous préparez déjà, beaucoup kata makambu oyo nyonso bozanango pour la tina ya nzambe la biso. Tokozela bino banso bozala wana pour la rendez-vous monene ya nzambe na biso. Boye bolamu à toutes les mamans et à toutes les jeunes filles. Parlons santé, l'autisme demeure un trouble neurodéveloppement encore mal compris par une certaine partie de personnes de la population. Le docteur Esdras Louchikou explique qu'un diagnostic précoce, un accompagnement adapté et le soutien familial permettent d'améliorer considérablement la qualité de vie des personnes concernées par cette maladie d'autisme. On l'écoute. Scientifiquement appelé le trouble du spectre de l'autisme ou TSA, c'est un trouble du neurodéveloppement caractérisé par des altérations précoces de la communication sociale et des comportements restreints et répétitifs. Selon les scientifiques, 2 grands éléments permettent de définir ces personnes. Premièrement, des difficultés persistantes dans les interactions sociales, comme le contact visuel, la réciprocité émotionnelle ou la compréhension des codes sociaux. Et deuxièmement, la présence des comportements répétitifs, d'intérêt restreint ou d'une sensibilité sensorielle particulière. Pourquoi alors parle-t-on des spectres? C'est justement parce que la présentation clinique est très variable selon les individus. Certaines personnes autistes parlent peu, ou même pas, tandis que d'autres ont un langage très développé. Certaines personnes ont besoin d'un accompagnement quotidien, pendant que d'autres mènent une vie totalement autonome. Mais dans tous les cas, les experts ont des paramètres d'évaluation qui leur permettent d'établir correctement les diagnostics. Sur le plan épidémiologique, dans le monde actuellement, on compte presque un enfant autiste qui naît sur 100 enfants. Ça, c'est selon l'OMS. Et le diagnostic est souvent posé dans les 3 premières années de vie. Alors, qu'en est-il de l'étiologie? Plusieurs études ont démontré une forte composante génétique. Et donc, nous devons comprendre que ce n'est pas une maladie qui s'acquiert ou se contamine, encore moins une maladie dégénérative. Voilà pourquoi le traitement curatif jusqu'à présent n'existe pas. La prise en charge est multidisciplinaire et elle repose essentiellement sur des interventions précoces, notamment des thérapies comportementales, de l'orthophonie, un soutien éducatif et des accompagnements religieux ou familiaux. Alors, l'objectif dans cette prise en charge est d'améliorer l'autonomie, la communication et la qualité de vie de l'individu. Comment alors devons-nous vivre avec l'autiste? Cela implique avant tout une attitude d'adaptation, de patience et de respect de ses particularités. Et en sport, pour clore ces actualités, l'ancien international congolais Chris Chabaninoda a officiellement déposé sa candidature à la présidence de la Fédération congolaise de football association FECOFA en cycle en vue de mandat de 4 prochaines années. Cette entrée en lice marque une nouvelle étape dans la course à la gouvernance du football national. Je suis venu déposer personnellement ma candidature comme président de la Fédération congolaise de football. Ici, c'est l'occasion pour moi aussi
de féliciter et remercier le chef, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour son implication personnelle pour notre qualification à la Coupe du Monde après 52 ans d'absence. Et je félicite aussi l'entraîneur avec son staff, et sans oublier aussi nos vaillants joueurs, c'est eux qui ont fait la différence. Concernant ma candidature, elle porte une vision claire et simple. Le changement, la transparence et nous avons aussi un projet avec mon équipe ici il y a 3 axes. Il y a le développement du football à la base. Et aussi, nous avons la construction des infrastructures pour soutenir le football dans toutes les provinces de la République. Nous avons aussi les réformes à apporter. Je vous remercie. Merci. À 52 ans de sa dernière participation à une phase finale mondiale, la RDC anticipe déjà sa présence à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. À Kinshasa, une réunion entre le ministre des Sports, Didier Bidimbu, la vice-ministre des Affaires étrangères, Noéla Ainaganagato, et des représentants plutôt diplomatiques des États-Unis et du Canada ont permis plutôt d'aborder l'organisation logistique du déplacement de la délégation congolaise tout en mettant en garde les supporters contre d'éventuelles tentatives de dépravation. J'ai fait le déplacement vers ma collègue, la vice-ministre des Affaires étrangères, parce qu'on avait une réunion avec le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis et la chargée d'affaires de l'ambassade du Canada. Question de déjà préparer le déplacement de nos supporters et de tous ceux qui doivent accompagner l'équipe nationale, tant officielle et ceux qui ne le sont pas. La réunion elle a vraiment été très bonne et je profite de l'occasion pour lancer un appel parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de tendances d'escroquerie sur le net, des gens qui demandent de l'argent ou qui prétendent avoir le contrôle sur la liste qui sera soumise, pour les visas, pour faire le déplacement et ne le pas. Cette liste n'est pas monnayée, il n'y a pas d'argent à payer. Il n'y a rien du tout à part les personnes qui sont censées accompagner l'équipe, donc les supporters qui seront pris en charge par l'État congolais. Donc je tiens à marteler sur ça. Du côté du gouvernement, là nous sommes vraiment déterminés à ce que les choses se passent bien. D'où on est en train de s'y prendre déjà à temps pour essayer de finaliser tout ce qui sera en démarche pour le visa. Et le gouvernement va devoir mettre les moyens pour le déplacement, le logement et tout ce qui pourra accompagner le LOPA. Et comme je l'ai dit, je suis tellement optimiste que je sais que l'exploit sera au rendez-vous. On sera au-delà de ce qui s'est fait en 1974. Pourquoi pas ramener la coupe ici? On sera peut-être le premier pays africain à le faire, mais on travaille dans ce sens-là. Prochaine étape du processus électoral, la commission électorale dispose jusqu'au 1er mai pour analyser les candidatures et valider le profil éligible. La liste finale sera ensuite rendue publique avant l'Assemblée générale élective prévue le 20 mai prochain, moment décisif qui désignera le futur président de l'AFECOFA. On écoute Jordi Chamalinga pour plus de détails. Parmi les candidats retenus figurent des profils issus à la fois du terrain, de l'administration sportive et de la gouvernance internationale du football. La commission électorale entame désormais l'examen des dossiers avant la publication de la liste définitive. Une diversité profils en compétition. La liste des candidats comprend Aziz Makoukoula, ancien international portugais d'origine congolaise, aujourd'hui actif dans la représentation et l'accompagnement du football congolais à l'étranger. Jean-Didier Massamba, ancien cadre administratif et financier de la FECOFA, ayant travaillé au sein des précédentes équipes dirigeantes. Chabani Nonda, ex-attaquant de Léopard et figure bien connue du football congolais, passé par plusieurs clubs européens. Max Mayaka, dirigeant sportif impliqué dans la gestion de clubs quinois tels que
SMP et FC Renaissance du Congo. Kevin Issa, acteur engagé dans des initiatives et de structuration de développement du football. Bosco Mouéou, responsable de la Ligue nationale de football avec une expérience dans l'organisation des compétitions nationales. Patrice René Mangenda, ancien secrétaire général adjoint de la FECOFA. Viro Mosengo, ancien haut cadre de la CAF et de la FIFA, disposant d'une expérience internationale en gouvernance du football. Jean-Claude Moukania, ancien défenseur de Léopard et ex-capitaine de la sélection nationale. Prochaine étape du processus électoral, la commission électorale dispose jusqu'au 1er mai pour analyser les candidatures et valider les profils éligibles. La liste finale sera ensuite rendue publique avant l'Assemblée générale élective prévue le 20 mai, moment décisif qui désignera le futur président de la FECOFA. Ce journal est complètement fini. Si vous avez aimé, ce journal a connu les concours rédactionnels de Arthur Moulumba, Chupsima Batanga, Jordi Chamalenga, Claude Kaja et à la technique, il y avait Salomon Moutamba et Richard Kapoko. Prochain rendez-vous à vendredi. Merci.